Eh bien, bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre les émissions de la télévision centrafricaine. Aujourd'hui, nous vous offrons un plateau qui sera relatif donc au dialogue qui est tant réclamé. Et donc, sur ce plateau, nous allons essayer de décortiquer ce que c'est qu'un dialogue. Pourquoi est-ce qu'un dialogue doit se tenir? Est-ce qu'un dialogue est décrété? À quel sujet? Voilà des questionnements auxquels nous allons nous interroger. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau des visages qui vous sont désormais familiers. Nous avons d'abord sur ce plateau, je l'ai dit, M. Serge Ghislain Diori, qui est le président du collectif de l'alternance politique pour une nouvelle Centrafrique, KPNCA, qui était candidat numéro 8 aux élections présidentielles de décembre 2020. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous avons également M. Jean Eba Amouakon. Il est le chef de la mission d'observation électorale de la diaspora basée en Europe, qui est venu pour les observations, mais qui est resté jusque-là et attend bientôt s'engager pour le deuxième tour des élections législatives. Monsieur Eba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et M. Jean-Marie Njondi Bangakte, qui est le doyen des observateurs. Il est le chef de mission de plan international pour la démocratie en Afrique, basé à Ouagadougou, qui était reparti mais qui est revenu. Soyez les bienvenus et bon retour chez vous. C'est tout un plaisir, merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, planté pour le décor sur ce plateau. Je l'ai dit d'entrée de jeu que nous allons parler du dialogue. Mais avant cela, actualité oblige, nous allons faire un tour d'horizon avec nos invités pour parler un peu de l'actualité, notamment le ratissage qui se fait en ce moment. Vous savez que le pays avait connu une attaque au niveau de la capitale et le pays aussi est vraiment pris en partie par les forces négatives. Et depuis 3 semaines déjà, les FACA, avec l'appui des forces alliées, sont en train de faire un travail salutaire pour repousser ces forces négatives de manière à asseoir la paix, la quiétude et pour que le Centrafricain puisse vaquer à ses occupations, car il est question du développement du pays. Nous allons rapidement faire la lecture de ce travail conjointement fait par nos FACA et les forces alliées. Monsieur le Président Diori, qu'en dites-vous? Je vous remercie, monsieur le journaliste, d'abord de nous avoir invités ce matin afin de discuter des points saillants qui émanent de l'actualité centrafricaine et aussi l'inquiétude ou la quiétude du peuple centrafricain en particulier et du peuple africain en général, ceux qui compatissent avec nous. Je crois qu'il est important aujourd'hui de ramener la paix par tous les moyens dans notre pays et surtout sur le continent. Et les crises, comme j'ai toujours dit, je continue à le dire, semblent lasser, à répétition, commencent à lasser les Centrafricains et lasser ceux qui veulent bien voler au secours ou bien apporter leur soutien à la République centrafricaine. C'est vrai qu'il fut un moment où notre armée n'avait pas la capacité de faire face aux ennemis, il faut le dire, parce que c'est des ennemis. Mais aujourd'hui, je pense et je crois que nos forces de défense et de sécurité ont cette capacité, surtout cette volonté de faire face aux forces négatives. Et progressivement, on commence déjà à gagner du terrain et jusqu'hier, nous avons pris position de la grande base des forces négatives, à savoir Bambari, qui était le fief de l'UPC. Et cette mission et ces actions ne vont pas s'arrêter dans ces localités et ça va continuer pour gagner la conquête totale du territoire national afin que le peuple centrafricain et tous ceux qui veulent vivre sur le sol centrafricain puissent circuler librement et avoir la paix, la quiétude pour que vive le développement.
Monsieur Amoakon Eba, ça fait plus d'un mois que vous êtes en Centrafrique. Certainement, oui. Vous partagez l'actualité, vous suivez ce qui se passe au quotidien. Sans doute que vous savez que nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui de forces alliées, sont en train de repousser ces ennemis de la nation, ces bandits de grand chemin, il faut le dire comme ça. Quelle lecture faites-vous de cet état de fait? Vraiment, je pense que le président Yorimé vient de tout dire. Pour la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. Et nous sommes tellement comblés de ce qui vient de se passer, parce que là, les ennemis ont été repoussés. Mais nous souhaiterons que, sur ce côté, nous souhaiterons que les ONG, la société civile africaine, vous savez, lorsque un pays est sur un embargo, il doit falloir faire recours les ONG, la société civile africaine, les organisations pour plaider. Parce que nous avons décidé que l'embargo qui pèse sur la Centrafrique soit enlevé. Parce que ce n'est pas bien de clochatiser tout un peuple. Parce que les ennemis de la démocratie qui sont décidés de compétir pour aller aux élections présidentielles, ils ont pas été choisis et ils prennent le raccourci juste pour clochatiser tout un peuple. Ce n'est pas normal. Alors, il faut faire recours à les organisations parce que lorsqu'il y a un embargo sur un pays, ce sont les organisations, la société civile qui plaident à ce qu'on puisse arriver à cet embargo. Parce que s'il n'y a pas d'embargo, que tout est correct, je pense que les Centrafricains eux-mêmes, le peuple centrafricain eux-mêmes peut prendre sa responsabilité pour pouvoir repousser et reconquérir tout le territoire national. Parce que ce n'est pas bien qu'un peuple puisse être clochatisé. C'est écrit dans le livre des droits de l'homme, qui stipule dans l'article 3. Tout le monde a le droit de vivre. Vous voyez, mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous voyez. Oui, je crois que vous faites allusion ici à ce rapport de force qui n'est pas le même parce que les FACA qui étaient censés avoir la logistique adéquate pour pouvoir se défendre et défendre le pays n'en disposent pas, alors que les forces nuisibles, ma foi, disposent de tout. Et je crois, mais quel appel avez-vous à lancer justement par rapport à bon, nous, notre appel, l'appel que nous pouvons lancer à l'endroit, c'est pour que les Africains, tous les Africains, les pays amis continuent à aider la RCA. Parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment regrettable. Ça vous mentir. Continue parce qu'il faudrait que cette voie-là qui soit être toujours libérée et à tout moment. Pas pour pouvoir venir. Non. Oui, merci M. Amoakon. Nous allons nous tourner du côté de M. Jean-Marie, qui lui aussi, en sa qualité de doyen d'observateur, il a fait plusieurs pays africains et la RCA est la énième fois qu'il arrive. Qu'en dites-vous de cette lecture par rapport à ce travail fastidieux que nos forces armées centrafricaines avec les forces alliées sont en train de mener en ce moment de manière à asseoir la paix d'une manière définitive? Quel partage avez-vous? Oui, c'est un sentiment de satisfaction de voir que le peuple centrafricain, et en particulier l'armée, a pris les taureaux par les cornes pour libérer l'ensemble du territoire national. Mais ce n'est pas le cas. Mais le fait déjà que le corridor Bangui-Garoua-Doulaye est maîtrisable et que c'est possible de circuler en toute sécurité pour arriver à Bangui est une très bonne chose. Et là, il faudra saluer la ministre de la Défense, il faudra saluer le président de la République qui a mis tous les moyens possibles pour que cette force armée centrafricaine, plus les alliés
qu'on ne doit pas citer ici, puisse, n'est-ce pas, venir à bout de cette rébellion, autrement dit, de ces bandits de grand chemin. Tout ce que nous pouvons dire en tant qu'observateurs de la société civile du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique, c'est de lancer un appel fort pour que les pays africains s'unissent, parlent d'une même voix, pour que la Centrafrique sorte de ce carcan qui ne fait que freiner le développement de ce pays il y a plus de 10 ou 15 ans. Au lieu que les pays africains vont se diviser, c'est mieux qu'au niveau de l'Union africaine, de la CAC, de la CEMAC, d'une seule voix, que plus jamais ça en Centrafrique. Plus jamais ça en Centrafrique. Il faut que d'abord les Africaines s'unissent et disent cela, et qu'au niveau des Nations Unies, je voulais parler dans le Conseil de sécurité, qui prennent des résolutions fermes pour pouvoir empêcher à ce que ce qui arrive à la Centrafrique, par le truchement des ennemis des Centrafricains, qui ne sont autres que les Centrafricains d'abord, que cela cesse. Vous voyez, un pays en guerre ne peut se développer. C'est difficile. Je ne voudrais pas citer certains cas pour être peu diplomatique. Il y en a plusieurs cas sur le continent africain, que ce soit en Asie. Donc, les Centrafricains devaient comprendre que personne ne viendra les aider. Et ceux qui pensent qu'en les encourageant de prendre les armes pour s'opposer entre eux, ne les aident pas. Ils ont leurs intérêts particuliers. Ces intérêts-là ne doivent pas profiter aux Centrafricains. C'est plutôt à ceux-là qui encouragent. Il faudrait simplement que le Centrafricain renonce à la violence et se mettre au travail, emprunter le chemin qui est un chemin idoine. Ça veut dire le suffrage, les urnes, ça veut dire la démocratie. C'est l'ensemble de tout ça qui pourront, n'est-ce pas, aider le peuple centrafricain d'aller vers l'avant dans son développement. Je vous remercie. Bien, merci. C'était là un tour d'horizon par rapport au travail combien louable que nos forces de défense sont en train de mener en ce moment avec l'appui des forces alliées pour mettre hors état de nuire les forces de nuisance qui n'ont pour objet que de détruire ce pays. Et donc ce partage a été fait avec nos débatteurs sur le plateau ici. Donc nous allons sans plus tarder aborder le thème du jour, à savoir le dialogue qui est tant réclamé. Alors avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous faire une idée de ce que c'est qu'un dialogue, que représente un dialogue. Voilà un peu de manière à donner peut-être une définition, nous faire une idée de ce que c'est qu'un dialogue, parce qu'apparemment aujourd'hui le dialogue est devenu le langage le plus immédiat où tout le monde en parle. Mais que représente le dialogue, monsieur Eba? Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, ce dialogue qui est réclamé par certains partis, certains candidats, la coalition, pour nous, pour la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe Afrique, c'est même regrettable. Parce que nous ne sommes plus à l'heure de dialoguer. Vous voyez, il y a eu une élection présidentielle dont il y a eu des candidats. Je pense que si ces candidats malheureux qui font une coalition aujourd'hui, qui font une force de coalition et qui souhaiteraient prendre la voie des armes, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été élu que vous réclamez le dialogue. Mais aujourd'hui, quand on parle du dialogue, pour nous, c'est regrettable. Pourquoi? Il y a eu une élection. Et maintenant, ces candidats-là, ils veulent mettre en cause ces élections-là. Ils ont décidé de mettre en cause les résultats. C'est pas parce que vous n'avez pas été élu que vous réclamez un dialogue. Et maintenant, la majorité des électeurs qui ont élu le président,
Et il devient quoi? En ce moment, pourquoi dépenser des milliards pour aller à une élection? Dites-moi. Le dialogue est dépassé. C'était avant les élections. À Khartoum, nous reconnaissons la rencontre du dialogue de Khartoum avant les élections, pour que ces élections soient, les élections qui sont passées devaient être crédibles, et libres, sécurisées. Mais aujourd'hui, quand on parle de dialogue, c'est parce que vous avez perdu les élections que vous regardez le dialogue? Non. En tout cas, pour la mission d'observation électorale de la diaspora africaine de l'Europe, ne s'inscrit pas dans cette dialogue-là. Parce que cette dialogue n'a pas sa place. Aujourd'hui, nous avons fini avec les élections. Le peuple centrafricain a fini avec les élections présidentielles. Plutôt de se mettre ensemble, ces candidats, comme ils ont une force, comme ils veulent utiliser la voie des armes, la voie de la violence. Mais en ce moment-là, mettez-vous ensemble, il y a les élections législatives qui sont là. Vous mettez-vous ensemble, combattez-vous et convaincre les électeurs pour avoir une majorité et pour combattre ceux qui sont là aujourd'hui. Le président Dadola qui a été élu, son parti. Vous voyez, lorsque vous avez la majorité, vous pouvez vous imposer sur tous les plans. Mais quel dialogue? Quel dialogue? Quel dialogue? Moi, ce dialogue-là, vraiment, pour notre mission, nous ne connaissons pas, enfin, ce dialogue ne nous intéresse pas. Nous sommes venus pour observer les élections jusqu'à son terme. Le dialogue, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre ressort, parce que nous n'avons pas de regard sur ce dialogue-là. Pour nous, c'est inutile. On doit respecter les institutions. Parce que le dialogue n'est pas au-dessus des institutions. Nous voudrons des institutions fortes ici en Centrafrique. Des institutions fortes. Et c'est ce que nous cherchons ici. Oui, nous voulons des institutions fortes. Monsieur Diori, vous avez été l'un des candidats aux dernières élections présidentielles de décembre 2020. Vous avez perdu les élections, mais pour autant, vous avez reconnu les résultats, vous êtes allé vers le chef de l'État pour le féliciter. Que pensez-vous de ce dialogue? Est-ce que c'est par cette voie qu'on peut arranger, alors que le président est élu et on devait tous se mettre derrière lui pour que, au vu de sa profession de foi, on puisse, n'est-ce pas, faire avancer le pays? Quelle lecture faites-vous de ce dialogue qui en est déjà trop de dialogue tenu en RCR? Je vous remercie encore une fois pour cette question. Mais bien avant tout, je tiens à donner une précision par rapport à ma vision politique et mon ambition politique. Je crois que notre mouvement s'est inscrit dans une dynamique de respect des institutions. Si c'était Touadéra ou quelqu'un d'autre qui avait été donné vainqueur, on va toujours marquer notre reconnaissance envers celui qui serait plutôt donné vainqueur d'abord par l'ANE, qui est un organe institutionnel, et validé par la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il faudrait que nous arrivions en Centrafrique à une maturité politique et à une maturité d'esprit. Je ne dirais pas fair play, puisque nous ne sommes pas au sport. Nous sommes dans un pays et nous sommes dans un vertige de démocratie. Et c'est en cela que nous avons marqué notre reconnaissance et notre félicitation, d'abord par rapport à la déclaration de la proclamation plutôt par l'ANE et la validation par la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas un choix comme ça, ou bien ce n'est pas une déclaration comme ça, une déclaration partisane, non. Et notre mouvement, étant juvénile, s'inscrit dans un cadre de changement réel, radical, pour que nous quittions cet état de désordre où il y a l'égoïsme qui bat son plein, où il y a l'intérêt personnel, où le clanisme bat son plein, pour aller vers la nationalisation. Quand je parle de nationalisation, ce n'est pas le nationalisme, non, il faudrait qu'on fasse un distinguo par rapport à ça, vers des hommes compétents pour un pays meilleur. Je parle de compétences, pas d'expérience, parce qu'en expérience, il y a deux types d'expérience. Il y a l'expérience négative et l'expérience positive. Et aujourd'hui, en Centrafrique, nous prenons les compétences, la compétence. Et ça, je fais confiance à la population centrafricaine, parce que je sais qu'il y a des cadres compétents, il y a des gens compétents et dans le pays et dans le reste du continent pour pouvoir bâtir cette nation longtemps traînée en arrière. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée concernant le dialogue, je crois qu'en décembre 2008, nous avons tenu un dialogue. Et les résolutions continuent. Et certains articles de ces résolutions ont été retenus dans la Constitution de la République centrafricaine.
Qu'est-ce que nous voulons en plus en République centrafricaine, mes chers compatriotes? Qu'est-ce que nous voulons? Dialoguer, pourquoi nous avons les textes, nous avons des lois, nous avons des circulaires, nous avons une constitution qui est la Bible de la République centrafricaine. Les textes sont clairs. Et je crois que le péché de la République centrafricaine, c'est que nous ne voulons pas respecter les textes. Voilà pourquoi nous allons de travers, nous allons de guerre en guerre, nous allons de haine en haine. Et aujourd'hui, en Centrafrique, aujourd'hui, nous voulons toujours, coûte que coûte, gagner. Qu'on ne prend part à une compétition. Non, il faut être pragmatique et il faut être sérieux, il faut être honnête et mature lorsqu'on compétit avec une ou plusieurs personnes. Le tout, c'est de voir le pays prospérer. Et bon, pour revenir à cette question de dialogue, moi je ne suis pas le chef de l'État, après il est le garant de la République centrafricaine avec son gouvernement, c'est à eux de prendre la décision s'il faut aller au dialogue ou pas. Mais mon avis, il est humble et simple. Dialoguer avec qui déjà? Parce que moi je ne vois pas l'interlocuteur en face, hein, je ne vois pas. C'est des rumeurs, c'est des ceci, cela. C'est des rumeurs qui se disent. Mais dialoguer avec qui? Ceux qui veulent le dialogue, il faudrait qu'ils s'organisent, se mettent en place, ils écrivent officiellement pour dire que nous voulons aller au dialogue pour sur tel point, tel point, tel point. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas qui est en face qui demande le dialogue. Bon, maintenant, d'aucuns disent que c'est la CPC qui demande le dialogue. Moi, je ne parle pas de l'autre là, je ne parle pas de mes confrères hommes politiques, soit dans l'opposition ou bien dans la mouvance présidentielle. Ça, je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire, sauf les conseillers en communication et tout. Mais le plus souvent, quand j'arrive à lire sur les réseaux sociaux, c'est la CPC qui demande le dialogue. Alors, je crois que nous ne sommes pas des animaux. Et si je qualifie, on va encore dire que le docteur Diori, homme politique, avait traité les Africains ou bien les Centrafricains. Moi, je préfère ne pas donner des qualificatifs. Je crois que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains, nous ne sommes pas dotés d'instinct, mais de conscience. Et cette conscience veut que nous qui sommes rentrés en guerre, puisqu'il y a une partie, je dis nous, puisque c'est des Centrafricains, ce sont mes compatriotes, je continue à être avec eux, parce qu'il y a une colère qui est là, on ne sait pas pourquoi cette colère, quel est le mobile de cette colère, mais il faut d'abord être conscient, déposer les armes. Moi, à leur place, je vais dire, bon, mais écoute, j'appelle, la communauté internationale est là, nous avons des observateurs qui sont là, ils servent d'arbitre par rapport à ce qui se passe. On peut les appeler, M. Aka est là, M. Jean-Pierre est là, il y a plusieurs personnes, pour ne citer que ceux-là, appelés pour dire non. Au lieu de dialoguer ou avant d'aller au dialogue, nous sommes énervés par rapport à cette raison, mais les choses commencent à y aller et nous voyons que le pays est en train d'être détruit. Nous remettons toutes les armes et puis essayons de débattre ou bien voilà ce que nous attendons de la République centrafricaine. Après, sur la question de dialogue, bon, moi je ne connais pas le Mumbi, j'attends que ça soit officialisé pour pouvoir me prononcer. Merci. Je me tourne du côté du doyen, des observateurs, M. Jean-Marie. Vous l'avez dit, hein, qu'il fallait vraiment la solidarité au plan national et international, parce que vous avez cité la CEAC, vous avez cité la CEMAC et bien d'autres structures qui sont engagées également aux côtés de notre pays, la République centrafricaine, de manière à asseoir la paix, de manière à avoir la cohésion sociale. Mais il semblerait que dans l'agenda de la CEAC, qui demanderait ce dialogue à un prochain sommet à Luanda, où il est question de dialoguer. Alors, est-ce que vraiment vous pensez que la voie de sortie, c'est ce dialogue? Qu'est-ce qu'il faut comme contenu et avec qui dialoguer? Merci beaucoup. Vous savez, dialogue social, dialogue politique, ça a sa place dans la vie d'une nation. Quand un peuple a les problèmes, il faut se parler. Mais il faut présenter le mobile. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait dialogue? Et que les gens se présentent comme M. le Président a dit. Voilà pourquoi nous sommes fâchés. Voilà pourquoi nous demandons dans le dialogue. Et en ce moment, on pourrait dire que ce dialogue a sa place. Mais dans le contexte actuel, là où les Centrafricains ont dialogué et accepté tous d'aller compétir sur le terrain de la démocratie, et en pleine élection, les gens demandent le dialogue, ça n'a pas sa place.
je ne voudrais pas dire que le dialogue n'a pas sa place dans la vie politique centrafricaine. Ce qui est important maintenant, c'est d'aller aux élections. Quand je dis les élections, le second tour des législatives et les partielles. La présidentielle a été tenue. Il y a eu un candidat qui a été voté par la majorité des électeurs qui se sont exprimés. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas mettre ça en cause. Parce que les institutions de la République, commençant par l'ANE, qui a proclamé les résultats provisoires, et validé par la Cour constitutionnelle, et reconnu par la communauté internationale, ça, on n'en parle pas de ça. Mais ceux qui veulent le dialogue là, qu'ils acceptent d'aller au second tour des élections, et si jamais ils ont cette chance où ils ont bien travaillé et qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le débat va bien se passer sur le champ politique, que cela ne soit que dans la rue. Et ceux qui demandent le dialogue, moi je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas vu un seul. Ce sont ces groupes armés. Je ne pense que ce sont ces groupes armés. On leur dirait d'abord que ce que vous réclamez, déposez d'abord les armes. Quand vous déposez les armes, on pourra voir dans quelles conditions on peut donner un avis favorable ou défavorable à la réclamation. Alors, ce dialogue, moi, je dirais simplement que pour le moment, ça n'a pas sa place. On est en train de préparer comment aborder le second tour des élections législatives. Et le président ne me dira pas le contraire, sûrement qu'il va compétir. Il y a tellement de candidats dans les circonscriptions électorales. C'est ça. Et nous constatons que la sécurisation des différentes circonscriptions électorales, là où il n'y avait pas eu les élections, sont en train d'être faites et que ces élections, selon le souhait de nos observateurs, selon le souhait de chefs de mission comme moi, et que ça soit paisible et que ce jour du 14 mars, que les Centrafricains se lèvent, allaient s'exprimer librement et choisir leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Après cela, que les réclamations soient faites officiellement, bien formulées, que nous voulons ceci, nous voulons cela. Je pense que le moment n'est pas franchement bien pour que ces gens-là demandent donc un dialogue. Merci, nous allons essayer d'aller au terme de cet échange, de ce débat. On l'a écouté sur ce plateau, l'égoïsme, mais ce n'est pas parce qu'on a perdu les élections qu'on doit automatiquement prendre les armes, et sachant pertinemment que la manière, c'est-à-dire obtenir le pouvoir par les armes, c'est prohibé depuis très longtemps, sachant pertinemment que cette démarche est attentatoire et n'est pas reconnu de tous. Les gens s'obstinent à le faire. Quelle voie de sortie, selon vous, M. Eba, la RCA pourrait-il se prendre par rapport à ce fameux dialogue dont on parle tant et qui n'a pas droit d'être, qui n'a pas vraiment un agenda assez précis? Que dites-vous, M. Eba? Merci bien. J'ai toujours dit que pour la mission de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir pour Afrique, tout ce que nous avons à dire est que ces politiciens-là, les politiciens rebelles, qui reviennent dans la République, qui respectent les institutions de leur pays, c'est très important. Vous savez, on ne peut pas être politicien et puis avoir deux costumes, deux vestes. C'est-à-dire que l'autre veste est pour la démocratie. Et l'autre veste, au cas où je perds, je prends les armes, je prends la violence pour revenir dans la République. Non, nous avons dépassé cela. Qui respectent les institutions de la République, comme notre devise le dit, le respect des institutions. C'est très important. C'est seulement notre mission est même déçue même du président Bozizé. Moi, je dis toujours le nom. Non. Ce monsieur-là, ce monsieur fait le malheur de la Centrafrique. Non seulement il a été président de la République par un coup d'État. Celui qui est là est venu par le peuple, a été élu.
Mais qu'il accepte, non, qu'il accepte, que le président Bozizé arrête de clochatiser tout ce peuple-là. C'est pas bon. Non. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons jamais vu un ancien président qui est devenu rebelle. Quand on est président de la République, un ancien président, son rôle, c'est d'être sollicité pour conduire une mission comme je conduis, une mission électorale, comme le président Yahi Boni du Bénin le fait, et l'ancien président Obasanjo le fait. Les anciens présidents que nous voyons, ils sont sollicités. Et le président Bozizé doit être un conseiller pour la République centrafricaine. Un papa à qui, quand il y a un problème, on veut se solliciter. Mais pas pour les armes. Lui et son fils. Je suis touché parce que je suis ivoirien. Et chez moi, en Côte d'Ivoire, nous avons passé pendant plus de 10 ans dans la guerre. Nous avons des biens qui ont été détruits et aujourd'hui nous avons mal. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Que le président François Bozizé arrête tout cela. Qu'il arrête de faire souffrir ce peuple-là. Quel dialogue? Tu as été éliminé. Sur le plan de la démocratie, tu as été éliminé. Mais toi, tu es un parti politique. Tu as déployé des députés pour pouvoir avoir une majorité. Mais pourquoi même mettre en cause tout cela? Si nous avons connu la guerre, nous les Ivoiriens, on ne souhaite pas cela ici, dans ce pays-là. Pour nous, il n'y a pas de chemin de quoi que ce soit. Que la coalition de CPC revienne à la République, qui se soumet aux institutions de cette République, et qu'il accepte qu'il y a eu un vainqueur. Ou bien si vous le passez, attendez, dans 5 ans. Dans 5 ans. Vous voyez, je ne suis pas centrafricain, mais nous avons mal. Merci, monsieur le journaliste. Bien, merci. Il faut encore attendre 5 ans. Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire couler le sang et de mettre le peuple centrafricain en difficulté. Juste avant de finir, quelle voie de sortie pensez-vous pour la République centrafricaine de par tout ce qu'elle a connu? Déjà, je crois qu'il faut une prise de conscience collective. Il faut l'amour de la patrie et le respect des institutions. Je ne me lasserai pas de dire toujours le respect des institutions. Je crois qu'il faudrait que tous centrafricains, ceux qui sont dans la logique de la loyauté et ceux qui sont de l'autre côté reviennent quand même à la raison pour que vive la République. Je crois qu'il n'y a que ça. Et que ceux qui attisent les tensions sur les réseaux sociaux, que ceux qui soutiennent de près ou de loin, il faudrait qu'ils arrêtent d'attiser les tensions parce que nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la République centrafricaine. C'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous a donné cette langue nationale qui est le sango, parlé de tous et connu de tous. Et quelque part aussi, je me sens un peu gêné, je ne vais pas être frustré par l'attitude. Et ça, je le dis, je préfère que le plateau de la TVCA puisse projeter cela dans le monde entier. Je suis très gêné par rapport à l'attitude de la CEAC et de la CEMAC, encore plus le tout couronné par l'Union africaine. Je vais donner tout simplement un rappel. Quand je parle des eaux, quand les eaux grecques ont été envahies par la Turquie, l'Union européenne, je dis bien l'Union européenne, s'est réunie rapidement en réunion extraordinaire pour demander à la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de quitter les eaux. Pas les terres fermes. Je dis bien pas les terres fermes, de quitter les eaux. Et avec une menace de déclencher une guerre contre la Turquie. Et ce qui a fait que la Turquie s'est retirée des eaux, pas de terres fermes, des eaux grecques. Je vais aller encore plus loin pour dire que lorsque la Turquie aussi était, la Grèce était encore en crise économique, l'Union européenne s'est mobilisée par tous les moyens pour pouvoir aider économiquement et financièrement, numérairement, la Grèce pour rehausser son économie afin que la Grèce puisse être dans le concert des nations. À ma grande surprise, aujourd'hui, il y a l'embargo sur un État frère des pays membres de la CEAC, des pays membres de la CEMAC, et ça ne préoccupe pas la CEMAC, ça ne préoccupe pas la CEAC. Alors, quel est le mobile de cette union? Il y a un jargon qui dit « l'union fait la force ». Alors, faut-il continuer dans cette logique qui dit « l'union fait la force » ou bien « l'union fait la faiblesse ». Je crois que
c'est une question qu'on doit se poser. Et moi, aujourd'hui, je ne me retrouve pas en tant que centrafricain dans la CEAC et dans la CEMAC. Et encore, dans l'Union africaine. D'abord, en commençant par la crise libyenne. Kadhafi avait aidé les pays africains. Et quand la Libye a été attaquée, aucun doigt ne s'est levé pour dire non, on ne peut pas. On ne veut pas sur notre continent. Au nom de ce continent, on a laissé la Libye seule dans son combat jusqu'à ce que l'humiliation soit faite pour Kadhafi, pour qui j'ai beaucoup de considération parce que Kadhafi a aidé quand même les pays africains. Et au nom de cette aide, au nom de son cœur, j'ai quand même de la compassion pour ce monsieur. Là, c'est de un. De deux, comme a dit mon frère Aka, Eba plutôt, je m'excuse, Eba, pardon. La Côte d'Ivoire a eu des crises. Et l'image qui est encore dans ma tête, c'est l'humiliation qu'on avait orchestrée pour la capture du président Laurent Gbagbo et qui a été filmée. Je pense que ça ne respecte pas le continent. Alors, je lance un appel solennel à nous les Africains de faire très attention et d'aimer d'abord notre continent et vraiment de solidariser dans une union, et cette union elle doit être honnête. 39-45, quand la France était occupée, je dis bien occupée, l'Afrique n'avait pas les armes, elle avait des hommes, et ces hommes se sont sacrifiés, malgré la couleur de leur peau, qui crée aujourd'hui des termes qu'on appelle racistes, ce qui n'existe pas dans mon dictionnaire. L'Afrique s'est levée comme un seul être pour aller sauver les humains. Pas avec les armes, mais avec des vies. Alors, je lance un appel solennel à la France, qui est notre pays colonisateur, de revenir à la raison, de nous aider honnêtement. Et je pense que rien ne vaut que la valeur humaine plutôt que des intérêts égoïstes, et ça ne sert à rien. Les richesses souterraines sont comme des tumeurs. Ça va se multiplier, nous allons tous partir et nous allons laisser ces richesses. Et si nous voulons bien gérer les richesses souterraines, il faudrait qu'il y ait une diplomatie, il faudrait qu'il y ait une rationalisation de la gestion des choses publiques et de relations entre deux ou plusieurs pays. Je vous remercie. Merci monsieur le Président, monsieur Dory. Juste pour finir, le dernier temps d'intervention, le dernier temps de parole va être accordé à mon ami Jean-Marie très rapidement. La voie de sortie, que pensez-vous par rapport à ce que la RCA connaît? La voie de sortie appartient aux Centrafricains. Que les Centrafricains ne pensent pas que ce sont ceux-là qui vont venir d'ailleurs, qui vont les aider exactement, qui trouvent le chemin de sortie. Ça veut dire qu'il faudrait que les Centrafricains, comme a dit mes prédécesseurs, respectent, les institutions de la République, la Constitution centrafricaine. Tout est là dedans. Et qu'on se réfère par rapport à cette Bible, comme a dit M. le Président, pour faire avancer le pays. Ça, c'est la voie de sortie. Mais que les gens, il a bien cité certaines institutions régionales et sous-régionales, ne viennent pas contribuer au malheur des Centrafricains faisant semblant de l'aider. Parce que c'est ce qui se passe en principe. Il a cité un cas palpable de la Libye. Et à l'époque, c'est Jean Ping qui était le président de la commission. À l'époque, c'est Jacob Zuma qui était le président en exercice de l'Union africaine et membre non permanent au Conseil de sécurité. Ils n'ont rien fait. Pas parce que Kadhafi n'était pas un homme digne, mais c'était celui qui était comme l'étoile de l'Afrique. On l'a abandonné. D'autres ont même contribué. C'est la même chose qu'il a cité pour M. Laurent Gbagbo, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, autour. Il ne faudrait pas que les Africains, à cause de leurs intérêts égoïstes, essayent de jouer à cette hypocrisie pour livrer leurs frères, je ne sais pas, aux Occidentaux ou à la communauté internationale. Et la communauté internationale devait comprendre que sans Centrafrique, sans le Cameroun, sans la Libye,
sans la Russie et d'autres pays, on ne parlera pas de la communauté internationale. Et la communauté internationale doit veiller à être un arbitre neutre pour mettre fin à tout ce qui se passe dans ce pays. Parce que décréter qu'on ne vous vend pas les armes, par exemple, c'est l'embargo. Mais ailleurs, quelque part, ceux qu'on appelle les rebelles ou les grands bandits de chemin ont les armes sophistiquées. Ces armes-là viennent d'où? Il faudrait que les peuples africains, les pays africains se manifestent. Par exemple, je vais citer le Rwanda, qui physiquement a envoyé les contingents. Il faut citer la Russie. Il faudrait que le peuple centrafricain, honnêtement, se lève comme un homme pour dire non à la violence, pour dire non à la guerre et accepter que la démocratie, les institutions, c'est la seule voie de sortie, c'est la seule voie qu'il faut emprunter pour le développement durable de ce pays. Eh bien, merci. C'est sur ces quelques propos tenus par nos panélistes que ce débat prend fin. Donc, ce plateau avait été organisé et avait comme thème principal le dialogue tant réclamé. Faut-il un dialogue? À quel sujet et avec qui échanger? Voilà ce tour de plateau qu'on a fait. On avait eu comme invité Monsieur Serge Ghislain Diori, qui est le président du collectif d'alternance politique pour une nouvelle Centrafrique, KPNCA, qui a accepté d'être avec nous. En tout cas, merci d'avoir honoré votre présence et l'invitation faite par la télévision centrafricaine. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe de la TVCA qui ne ménage aucun effort pour pouvoir faire l'image autre que ce que les gens pensent de la République centrafricaine. Merci. Et tout à côté, à ma gauche, nous avons également M. Jean-Eba Amouakan, qui lui est le chef de la mission d'observation conjointe de la diaspora africaine en Afrique, en Europe, je vais dire, qui est donc resté plus d'un mois à Bangui. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez déjà l'habitude. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup parce que nous sommes là, on entend les deuxièmes tours des élections parce que c'est la seule voie pour avoir une majorité, pour pouvoir gouverner. Merci beaucoup. Et enfin, monsieur Jean-Marie Njonting Bangakte, qui est le doyen des observateurs, qui est lui aussi le chef de la mission Plan international pour la démocratie en Afrique. Merci d'être venu. Merci. C'est à nous de vous remercier infiniment pour ce travail que vous faites pour redorer l'image de marque de votre pays et nous donner l'occasion pour que les Centrafricaines et autres populations africaines comprennent le travail que nous menons sur le continent. Et on vous remercie infiniment. Je suis revenu parce que nous croyons à la Centrafrique. Je suis revenu parce que la Centrafrique est sur la bonne voie de la démocratie et c'est pour cela que nous allons rester, suivre la campagne jusqu'au jour des élections et les résultats avant de prendre le chemin de retour. On vous remercie infiniment. Merci également à l'équipe de la régie par les mains très habiles de Éloi Service et nos deux caméramans qui nous ont permis donc que vous nous suivez depuis chez vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour ces types de débats. Au prochain numéro. Merci.